Bonsoir à tous. Donc moi, je suis Gwenaëlle Locher, je suis médecin hygiéniste au CEPIAS. Amandine, je te laisse te présenter. Moi, c'est Amandine Mendy, je suis infirmière hygiéniste également au CEPIAS sur le site d'Amiens et on travaille sur toute la région. Et on est toutes les deux sur la thématique notamment des soins de ville. Donc c'est pour ça qu'on essaye de développer tout ce qui touche à la prévention du risque infectieux, autant chez les infirmiers libéraux que les aides à domicile, que les kinés, ensuite les orthophonistes, les médecins, enfin voilà. Je vais vous expliquer un peu ce que c'est que le CEPIAS parce que vous n'êtes pas forcément familier de cet acronyme. Le CEPIAS, c'est le Centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins. C'est une structure publique qui est alors en général basée dans les hôpitaux. Enfin, on est hébergé par les hôpitaux, mais par contre, on ne travaille pas pour les CHU. On travaille pour tous les professionnels de santé de la région dans les 3 secteurs de soins, donc le sanitaire, le médico-social et les soins de ville. Il y a un CEPIAS par région, donc il y a 17 CEPIAS en France. Et donc, on a 3 missions. L'expertise, c'est tout ce qui est appui sur cette thématique du risque infectieux. On coordonne également autant que possible des réseaux de professionnels. Alors, il n'y a pas pour le moment de réseau de professionnels de ville coordonné par nous, mais on est en train justement d'essayer de coordonner tout ça. Et enfin, l'investigation et le suivi des déclarations d'infection associées aux soins, sachant que là aussi, c'est principalement en établissement sanitaire et médico-social, il n'y a pas de déclaration des infections associées aux soins de ville. Ça pourrait, après vous n'en voyez sûrement pas souvent, mais il y a la possibilité de les déclarer par le portail national du signalement. Historiquement, effectivement, on est très ancré à l'hôpital, parce que d'abord, c'est là qu'on est hébergé. Et puis, on travaille aussi depuis longtemps pour le médico-social en lien avec l'ARS. Par contre, effectivement, ça fait assez peu de temps que les CEPIAS parviennent à développer des activités vers les professionnels de santé libéraux, alors qu'effectivement, ils sont inclus dans nos missions, puisque le programme national de prévention des infections associées aux soins inclut aussi tous les professionnels de santé, quel que soit leur secteur d'activité. Donc vous êtes nombreux en Hauts-de-France et puis donc ça fait beaucoup de patients pris en charge. Donc on a voulu faire une enquête d'état des lieux et de besoins auprès des kinés de la région pour savoir un petit peu où vous en étiez de vos connaissances et de vos besoins en termes de prévention du risque infectieux. Il y a 128 kinés de la région qui ont participé à l'enquête, soit 7,8% de répondants par rapport aux 1641 qui avaient reçu l'enquête. La plupart qui ont répondu travaillent en cabinet libéral, seul ou à plusieurs, et 12 en MSP ou CPTS. On a fait une répartition par département, donc on a une grosse participation pour le département du Nord, quasiment la moitié des participants, à savoir que c'est aussi proportionnel au nombre de kinés qui exercent dans ces départements, forcément. Pour la participation à des formations sur le risque infectieux qui auraient été faites auparavant, pour la grande majorité, c'est non, une très grande majorité, et quelques-uns, ça devait être 25, qui en avaient fait une il y a plus de 5 ans, donc qui est assez éloigné, et vraiment très très peu qui étaient entre 1 an, 5 ans, ou même moins d'1 an. Donc, vous avez posé des questions sur l'hygiène des mains, notamment, parce que c'est la base de la prévention du risque infectieux. Donc, on vous avait demandé, selon vous, si l'hygiène des mains la plus efficace était par friction hydroalcoolique ou par lavage simple à l'eau et au savon doux. Donc la réponse à 90% était le lavage simple à l'eau et au savon doux, ce qui n'est pas le cas. Du coup, on vous expliquera dans les diapos suivantes la raison. Et également, la meilleure hygiène des mains quand on peut être en contact avec un patient porteur d'une gale, par exemple. Ça peut arriver. Vous savez que vous allez faire des massages thérapeutiques à un patient, vous apprenez qu'il a la gale et forcément, vous continuez les soins malgré tout. Donc, il y a 72% qui avaient répondu la friction hydroalcoolique et malheureusement, ce n'est pas le cas. La friction hydroalcoolique est plus efficace la majorité du temps, mais pas pour ce type de parasite, parce que justement, c'est un parasite qui ne peut pas être détruit par le gel hydroalcoolique et il faut vraiment une action mécanique pour le faire disparaître. Et c'est le lavage à l'eau et au savon qui fera partir ce parasite. Pour la tenue portée habituellement par les kinés qui ont répondu, c'est quand même la plupart du temps une tenue de travail à manches courtes pour presque 80% des répondants. Donc, ce qui est quand même intéressant et important justement pour la prévention du risque infectieux. Des ongles courts sans vernis aussi, qui est une deuxième base de cette prévention du risque infectieux, et sans bijoux également en moindre mesure. On vous avait aussi demandé si vous demandiez aux patients de faire une hygiène des mains en entrant au cabinet ou avant d'utiliser un matériel sur votre plateau technique. Très souvent, c'est toujours, ça m'a agréablement surprise, un peu moins avant d'utiliser le matériel, mais vous pouviez répondre plusieurs items. Donc, en même temps, ceux qui ont répondu oui en entrant au cabinet, forcément, ne leur font pas se relaver les mains 30 secondes après pour utiliser le matériel, ce qui peut se comprendre. L'important étant forcément de faire une hygiène des mains à l'arrivée
arriver pour pouvoir utiliser ce fameux matériel. Et c'est important de pouvoir faire comprendre l'intérêt au patient parce que il vient de son domicile, il est peut-être porteur d'un germe dont on n'a pas du tout connaissance, il est peut-être en incubation d'une maladie sans avoir de symptômes. Enfin, c'est toujours très important de faire une hygiène des mains dès son arrivée. Et avec le Covid, je pense que ça a dû augmenter cette mise en place d'hygiène des mains par les patients. Pour les EPI, donc c'est les équipements de protection individuelle que vous utilisez lors des soins. On avait fait une demande par type de soins et par type de matériel. Donc on avait listé soit les gants, soit le masque chirurgical, le masque FFP2 ou les lunettes de protection. Il y a quand même une très grosse part de ces EPI, lunettes de protection, vous voyez en jaune, c'est une mobilisation d'un patient porteur de BMR. On se rend compte que pour ce type de patient, les kinés prennent des précautions supplémentaires au final pour se protéger. On verra par la suite que c'est pas forcément nécessaire. On a aussi un biais sur cette question parce qu'au final, on a eu beaucoup de réponses sur des soins classiques où normalement il n'y a pas de pays qui sont portés particulièrement. Et en fait, vu qu'on est sur la période Covid, on avait beaucoup de réponses de masques sur n'importe quel soin alors qu'il n'y avait pas lieu. Et en dernier, on vous avait posé une question sur votre intérêt pour recevoir une formation ou des fiches pratiques ou des tutos sur la prévention du risque infectieux. En majorité, c'était les fiches pratiques et ensuite tutos et formations. Donc, on a trouvé ça intéressant, même si c'était moins plébiscité par vous, de proposer cette formation pour être une introduction. En fait, déjà, vous présenter le résultat de l'enquête à laquelle vous avez participé et puis vous faire une petite présentation du CPAS, de qui on est, de ce qu'on fait, pour voir ensuite ce qu'on peut vous apporter justement en termes de pratico-pratique, en fiches, en tuto ou autre. On a eu aussi dans les commentaires, on a eu un retour de plusieurs professionnels pour un besoin de fiches simples, imagées pour les patients. Je reprends la parole. C'est la première fois donc il y a ce type d'enquête qui est fait en direction de votre profession par le CPS Hauts-de-France. Globalement, il faut savoir que sur l'ensemble du territoire français, il n'y a pas eu énormément d'actions envers la ville jusqu'à maintenant, même s'il y a un CPIAS qui est dédié au médico-social et à la ville, mais c'est vrai que pour l'instant qui a été le moins touché par toutes les actions des CPIAS, parce que c'est le secteur aussi qui est le moins facile d'accès en fait, tout simplement. Et le taux de participation de 7,8%, alors en fait on a un peu regardé ce qui s'était fait dans d'autres enquêtes vers d'autres professionnels libéraux, et en fait on est souvent aux alentours de 10%, et on est content d'avoir un état des lieux sur les connaissances et les besoins, même si on sait que c'est pas forcément complètement représentatif parce que c'est un petit effectif. Ça fait de toute façon une base. Il manque en fait énormément de coordonnées, ce qui fait que de toute façon, l'URPS n'a pas pu envoyer l'enquête à tous les professionnels de la région. Donc il y avait quand même un intérêt pour la formation. Alors on s'est vraiment posé la question sur ce que vous aviez comme formation initiale en termes de prévention du risque infectieux lors de votre formation de masseur kinésithérapeute. Et ça, nous on le sait pas, on n'a pas les programmes de formation et ça nous intéresserait bien de savoir un petit peu ce qui s'y dit et savoir si on pourrait éventuellement un petit peu venir s'intercaler ou voir s'il y a des hygiénistes qui participent au cursus, qui sont parmi les formateurs dans le cursus de kiné. Donc aujourd'hui, c'était vraiment pour vous présenter les résultats et aussi après on va vous parler du risque infectieux proprement dit et d'en faire de la prévention. On voulait juste vous mettre, il y a donc ce CPIAS qui est le CPIAS Pays de Loire mais qui a une mission nationale qui est la mission nationale Primo, qui est la mission nationale ville et médico-sociale et qui a fait toute une série de fiches pratiques à destination des kinés. Donc bien sûr, on vous encourage à y aller. Donc on sera à votre disposition pour créer des outils qui vous intéressent sur des thèmes qui vous intéressent, mais sachez qu'il y a fait par la mission Primo toute une série de fiches dédiées au cabinet de kiné qui a été fait avec l'URPS et avec un autre CPIAS et puis avec l'URPS régional de Pays de Loire. Donc après, on pourrait très bien faire des thématiques très précises si ça vous intéresserait d'être sur la bronchiolite, sur les BMR, puisqu'effectivement, c'est un sujet. C'est quoi le risque infectieux? C'est vraiment le risque infectieux associé aux soins, puisqu'on est bien d'accord que c'est quand même principalement de ça qu'on parle ici. C'est la probabilité de transmettre ou d'être soi-même contaminé lors des soins par, on va dire, des microbes au sens large, des micro-organismes, bactéries, champignons, virus. C'est quand même plus bactéries, virus en l'occurrence. Et ça peut se produire. Alors le plus gros manque en fait, même si c'est un geste extrêmement simple, c'est quand même l'hygiène des mains qui n'est pas toujours faite au bon moment, pas suffisamment faite ou peut-être pas assez bien faite, parce que quand même pour faire une bonne hygiène des mains, Amandine le réexpliquera, il y a des choses à respecter. Parce qu'on ne porte pas le bon équipement de protection ou parce qu'on le manipule mal, ça peut être aussi risqué, à cause de l'environnement qui serait lui-même pas suffisamment bien entretenu, nettoyé ou désinfecté. Et puis évidemment le risque d'accident d'exposition au sang auquel vous êtes peut-être moins exposé avec une aiguille, mais par contre vous pouvez tout à fait avoir de la projection de liquide biologique dans votre activité sur vous et ça constitue également un risque infectieux. Ça c'est la fiche des précautions standards, puisqu'on va parler des précautions standards, on va vous expliquer pourquoi c'est ça la réponse au risque infectieux.
Alors, avant ça, je voulais quand même vous parler de la chaîne de transmission des infections, parce que si vous comprenez, et c'est valable aussi bien dans les soins que dans la vie de tous les jours, hein, si on comprend comment ça marche, comment on se transmet les infections les uns aux autres, et ben, on peut comprendre aussi ce qu'on va pouvoir faire pour les éviter. Donc, vous avez des microbes, on est tous, il y a des micro-organismes dans un certain nombre d'endroits qui sont dans des réservoirs. Et les réservoirs sont principalement, en l'occurrence, nous-mêmes. Et donc, en permanence, on va avoir des micro-organismes qui vont sortir de nous, en toussant, en parlant, etc., qui vont donc être transportés par des voies de transmission et qui vont arriver sur un autre individu par des portes d'entrée. Et c'est ce qui se passe tous les jours, hein. C'est comme ça que le Covid se transmet allègrement. Je parle, je n'ai pas de masque, en face de moi il y a quelqu'un qui n'a pas de masque non plus, mes petites particules virales transportées sur des petites gouttelettes, elles rentrent par son nez, sa bouche, voire par ses yeux, et c'est comme ça que ça se transmet extrêmement facilement, mais c'est le cas d'un certain nombre d'autres micro-organismes. Et puis enfin, après, nous, on a des portes d'entrée, mais on est des hôtes plus ou moins réceptifs. Si on est tout petit ou très âgé, ou si on est immunodéprimé, etc., forcément, on va être beaucoup plus réceptif. Et une fois qu'on a réceptionné soi-même le microbe, on devient à son tour réservoir, etc., etc. Et c'est comme ça que ça marche, les chaînes d'infection, et c'est comme ça que se font aussi éventuellement les épidémies. Alors bien sûr, on peut faire un certain nombre de choses quand même pour éviter tout ça. Alors sur les microbes eux-mêmes et sur les réservoirs, vous ne pouvez pas faire grand-chose puisque c'est un fait, hein, nous sommes des réservoirs de microbes. La seule chose, c'est de les connaître et de les comprendre. Et c'est quand même déjà énorme, hein, c'est-à-dire que ça, déjà si on sait à quoi on a affaire, c'est quand même beaucoup plus facile de faire de la prévention après. Alors il y a un réservoir sur lequel vous pouvez jouer, aussi bien évidemment un peu à la maison, mais surtout dans vos soins, parce que c'est là que c'est notre responsabilité de professionnels de santé, c'est sur l'environnement. C'est un réservoir secondaire, c'est-à-dire que c'est un réservoir surtout dans un cabinet, c'est qu'on est quand même dans des endroits qui sont propres, hein, mais néanmoins ça va être un réservoir secondaire puisqu'on va toucher, on va éventuellement postillonner, etc. Donc forcément, il va y avoir des microbes dans cet environnement, et ce n'est pas la seule chose à faire loin de là, mais si on entretient l'environnement, si on le désinfecte, on va diminuer le nombre de microbes présents. Et ça va déjà contribuer à la diminution de la charge microbienne en fait, générale présente au cours des soins. Après, sur les portes de sortie, là aussi, il y a des choses à faire. C'est vrai que c'est souvent, on parle des excrétas, donc sur les excrétas au niveau sel et urine, vous n'êtes pas tellement concerné. Mais effectivement, si par contre c'est ce qui sort de la bouche, par exemple, il va quand même y avoir des choses à faire. Les voies de transmission, là pour le coup, il y a une chose fondamentale, c'est l'hygiène des mains. Et bien sûr, en l'occurrence, le port de masque, ça je pense que maintenant tout le monde a quand même un peu compris, parce qu'effectivement, ça arrête la transmission qui part de notre bouche et de notre nez. Sur les portes d'entrée, là du coup, c'est plutôt vous qui allez vous protéger, ou un patient qui porte un masque, mais vous, dans vos soins, du coup, portez le bon masque, au bon moment, et puis les lunettes de protection dans un certain nombre de cas, ça c'est vraiment super important. Et puis l'autre réceptif, là par contre, on ne peut pas faire grand-chose pour une personne âgée, c'est une personne âgée, on ne peut pas changer son âge, mais on peut vacciner les gens et ça les protège, et pour au moins surveiller ce qui se passe pour éviter qu'une infection se déclare, ou si elle se déclare, la prendre le plus tôt possible. Et voilà, j'ai mis quand même l'hygiène des mains au centre, parce que je pense que c'est quand même finalement le truc le plus simple. C'est ce qui est le plus facilement oublié si vous regardez ce qui se passe aujourd'hui par rapport au Covid. Le premier truc qui a été lâché, c'est l'hygiène des mains. Il y a les gastro qui reviennent et ce n'est pas tout à fait un hasard, hein. Bon, c'est la période, mais c'est sûr que l'hygiène des mains, il faudrait vraiment la développer beaucoup, beaucoup plus, à la fois dans la population. Et puis nous aussi, en tant que professionnels, on peut vraiment toujours faire mieux et après, on va vous en parler plus en détail. Donc, notre meilleure arme pour réduire le risque infectieux, c'est vraiment les précautions standards. Donc, ça veut dire quoi? Parce que ce terme-là, on a bien vu qu'il n'était pas forcément très bien compris. C'est un ensemble de mesures de prévention, c'est une stratégie globale, parce qu'on part du principe qu'on est tous porteurs de plein de choses. Pas forcément infectés, mais on est tous porteurs de plein de micro-organismes. On a des flores, des microbiotes, comme on dit maintenant, mais on est couvert, entre autres, de bactéries, mais on est aussi porteur de virus sans forcément le savoir. Vous savez, par exemple, Covid, on est quand même asymptomatique dans au moins 50% des cas, mais c'est vrai pour d'autres microbes également. Et tout ça, ça peut se transmettre lors des soins. Donc il faut vraiment avoir une stratégie universelle parce que finalement, vous ne savez pas et vous ne pouvez pas savoir de quoi les patients sont porteurs et vous-même d'ailleurs ne savez pas forcément de quoi vous-même êtes porteur. Vous le savez uniquement quand vous êtes malade. C'est vrai que si vous êtes symptomatique, vous dites « Ah bah là j'ai un rhume, j'ai une grippe, etc. » Mais le reste du temps, on ne sait pas. Et donc ça concerne tout le monde. Les professionnels de santé, les aidants et toute personne qui va intervenir dans les soins et les patients eux-mêmes sont vraiment concernés par cette stratégie de prévention. Donc c'est vraiment une stratégie multimodale, mais c'est comme la prévention routière. Vous n'imaginez pas ne faire que mettre votre ceinture ou que respecter les limitations de vitesse, etc. C'est un ensemble de choses. Et finalement, quand vous regardez, la diminution du risque d'avoir un accident, elle est liée à l'ensemble des choses. Et même en faisant tout, le risque éventuellement peut être encore présent, mais néanmoins vous le diminuez énormément. Là, nous, c'est un peu pareil.
on a 6 items. On a l'hygiène des mains, on a les équipements de protection individuelle, l'hygiène respiratoire, la prévention des accidents d'exposition au sang, la gestion des excréta et la gestion de l'environnement. Tout ça inclus dans une stratégie globale qui doit être quand même un petit peu réfléchie. On vous a mis en bas les tranches de gruyère, hein, donc c'est la superposition des tranches qui va permettre d'éviter que le risque arrive au bout pour que le risque se produise en fait. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut le penser. C'est vraiment quelque chose qui doit s'appliquer tout le temps. Si tout le monde le faisait tout le temps, en fait, on fait face à la grande majorité des risques infectieux, comme on va vous le redire, même s'il y a de temps en temps quelques petites exceptions. Prérequis à l'hygiène des mains. Donc, Amandine disait tout à l'heure effectivement que les résultats là-dessus nous avaient bien plu. C'est qu'il y a quand même beaucoup de kinés qui portent une vraie tenue professionnelle. Ce n'est pas le cas de tous les professionnels de ville, donc ça c'est vraiment très bien. Donc elle doit être à manches courtes, parce que c'est beaucoup plus pratique pour se désinfecter les mains. Et, normalement ça se change tous les jours. Essayez d'éviter d'avoir des manches longues. C'est vrai qu'en ce moment c'est plus compliqué parce qu'il fait froid. Mais en tout cas, pas des manches trop longues. Il faut vraiment avoir pensé qu'il faut que vous ayez le poignet dégagé, quoi. Enfin, le poignet libre, sans bijoux, sans montre et sans rien, parce que sinon vous ne pourrez jamais faire une friction correcte et elle ne sera pas complètement efficace. On vous a juste mis des boîtes de pétri dans lesquelles, de temps en temps, quand on fait des actions de prévention, on s'amuse à mettre en culture des bijoux pour montrer que, quelle que soit la façon dont on se lave les mains avec ces bijoux sur les mains, les bijoux restent contaminés. Même après s'être lavé les mains au savon et même après avoir fait une friction, les bijoux eux-mêmes restent contaminés parce qu'il y a trop de bactéries qui sont cachées en dessous et que ça ne marche pas, c'est pas fait pour ça. Pensez-y même pour vous-même ou vos enfants, parce qu'en fait, que vous avez sur vos bijoux, vous le ramenez à la maison, en fait, faut pas l'oublier, et puis vous le transmettez éventuellement d'un patient à l'autre. C'est pas de montre, pas d'alliance, pas de rien du tout. Et puis les ongles, c'est vraiment 1 millimètre maximum, quoi. Donc, l'hygiène des mains, au final, il y a une affiche de l'OMS d'ailleurs qui expose bien ça et c'est à faire juste avant chaque contact ou chaque soin avec un patient. Juste avant un geste aseptique, donc ça ne sera pas forcément le cas pour vous. Après un risque d'exposition à un produit biologique, donc pour vous, ça sera du crachat ou des vomissures peut-être. Ça peut arriver que vous ayez un patient qui ait la gastro et ça arrive. Et après chaque contact également avec ce patient et après avoir touché l'environnement d'un patient, donc ça c'est notamment quand vous êtes à domicile. La friction hydroalcoolique, en fait, est la meilleure technique, mais sur les mains visuellement propres uniquement. Si on a les mains souillées, on fera un lavage simple à l'eau et au savon. Pourquoi? Tout simplement parce que la friction hydroalcoolique ne sera pas efficace si vous avez des salissures présentes. Donc, la friction hydroalcoolique plus efficace qu'un lavage à l'eau et au savon doux et même plus efficace qu'un lavage avec savon antiseptique type scrub. C'est souvent ce qu'on dit pour marquer les soignants qui sont plus dans le milieu hospitalier, même on va dire dans la population générale, hein, dans les séries télévisées, on voit toujours des soignants au bloc opératoire qui se lavent les mains avec des brosses et des solutions moussantes. Donc c'est vraiment elle maintenant qui est prioritaire sur toutes les hygiènes des mains, sauf quelques rares cas, comme la gale, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais il y a une technique vraiment à respecter pour que toute la main soit correctement désinfectée. Il faut qu'on ait une quantité suffisante de produits. Donc souvent, c'est un creux de main parce que forcément, si on dit une pression ou 2 pressions, en fonction de la taille de vos mains, si vous avez des très grandes mains ou des toutes petites mains, vous n'aurez pas besoin de la même quantité. Il faut au moins que ça dure 20 secondes, même plutôt 30, et jusqu'à séchage complet. Donc, si au bout de 10 secondes, vous avez fait votre geste et vous vous rendez compte que c'est déjà sec, c'est qu'au final, vous n'aviez pas pris assez de produit et que donc vos mains n'auront pas été correctement désinfectées. Jusqu'à séchage complet, pourquoi? Parce que si vous vous arrêtez et que c'est encore humide, le produit va sécher en fait à l'air, hein, instantanément. L'émollient qui est présent dans le produit ne va pas pénétrer dans votre peau et donc vous allez avoir l'alcool, hein, prioritairement, qui va vous abîmer la peau. Alors que si vous faites jusqu'à séchage complet la friction correctement, là il y a l'émollient qui entre en action et qui là va vous hydrater la peau et vraiment vous ne vous retrouverez plus avec des crevasses ou autres sur les mains. Là, on vous a mis une petite affiche de la friction, donc vous avez dû la voir notamment en plus avec le Covid. Donc c'est pomme contre pomme, ensuite les dos des mains, les doigts, les pouces qu'on oublie régulièrement et ensuite les poignets pour finir. C'est pour ça qu'il faut avoir ces fameuses tenues de travail à manches courtes et sans bijoux pour pouvoir désinfecter correctement parce que quand on fait des soins aux patients, on ne travaille pas du bout des doigts. Je voulais juste rajouter l'histoire du coup de piston d'un flacon pompe. En tout cas, il faut appuyer jusqu'au fond, hein. Faut vraiment, c'est 3 ml en fait pour une main, on va dire de taille moyenne. Et puis, vous pouvez tout à fait tester plusieurs produits. Il y a quand même des produits de qualité différente, hein, vérifier qu'ils sont bien normés.
Mais par contre, après, il y a des produits de qualité différente, donc vous pouvez tout à fait en comparer plusieurs. Enfin, là, on en a comparé plein pendant la crise, et il y en a quand même des vraiment plus mauvais que d'autres. On passe sur les équipements de protection individuelle. Donc, il y en a plusieurs à disposition. Vous, dans vos soins quotidiens, vous n'aurez peut-être pas l'utilité de tous, mais en tout cas, on vous les présente, que vous les connaissiez. Il y a le tablier plastique qui est fait pour protéger votre tenue, en fait. C'est souvent lorsqu'on va faire un soin mouillant. Donc, souvent, c'est pour, par exemple, les aides-soignantes qui vont faire une toilette, les soins souillants ou exposants à des liquides biologiques. Donc, c'est vrai que quand vous allez faire un soin où vous savez que le patient risque de beaucoup cracher, risquer d'avoir votre tenue contaminée, ce tablier plastique peut protéger votre tenue et éviter qu'ensuite, avec cette même tenue, vous alliez contaminer ensuite un autre patient. La surblouse, c'est vraiment là pour des risques d'exposition majeurs. Les gants, c'est vraiment uniquement en cas de contact avec des liquides biologiques ou le sang. Donc, on met les gants juste avant le soin, on les retire juste après, on les jette et on fait une friction hydroalcoolique après avoir retiré ces gants. On ne pense pas forcément à faire une friction hydroalcoolique après les avoir retirés parce qu'on avait les gants, on était protégés. Sauf qu'en fait, quand vous allez les retirer, vous avez beau être très minutieux, forcément vous allez toucher votre peau. Et en plus, quand vous avez les mains dans les gants, vous sentez bien, c'est un milieu un peu chaud et humide. Et forcément, vous avez toujours une flore de bactéries présente sur les mains, même quand on fait une friction hydroalcoolique, et qui aurait pu rester et qui va se développer justement dans ce super milieu chaud et humide des gants. Donc, quand on retire les gants, il faut vraiment refaire une friction hydroalcoolique après. On va aussi porter des gants quand le soignant, donc vous, peut avoir des lésions. Parce que là, ça sera vraiment pour vous protéger. Vous, si vous avez des lésions, c'est pour éviter qu'il y ait une contamination par le biais de ces plaies. Le masque et les lunettes de protection, ça, c'est lorsqu'il y a un risque de projection ou d'aérosolisation, notamment lors des soins où vous pouvez faire justement, il y a des aérosols de micro-organismes qui se produisent et où vos yeux pourraient être contaminés. Lorsque vous allez faire un soin de kinésithérapie respi, vous êtes très proche du patient et en fait, les yeux sont tout autant une porte d'entrée que la bouche. Donc, vous avez un masque, vous protégez votre bouche, c'est très bien, mais si vos yeux ne sont pas protégés, c'est eux qui pourront être la porte d'entrée de la contamination. En fait, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais les 3 portes d'entrée, c'est que les muqueuses. Hein. Donc, c'est les yeux, le nez, la bouche. L'autre porte d'entrée, c'est si on se blesse. Donc là, on fait une porte d'entrée. Alors, avant, c'est sûr que les gens pensaient déjà mettre des masques, mais pensaient très rarement mettre des lunettes. Et en fait, c'est un risque qui est vraiment sous-estimé, hein, le risque de projection de liquide biologique. Alors vous, le sang, peut-être pas trop, mais des crachats dans les yeux, il peut y avoir des trucs pas très sympathiques dans les crachats des gens et il peut y avoir de temps en temps des infections oculaires graves suite à un AES. Donc il faut vraiment continuer à y penser même après le Covid, je veux dire. Enfin, et le généraliser sur chaque fois que c'est pas parce que je sais que mon patient est malade, c'est parce que voilà, c'est le geste que je fais qui induit quel pays je mets en fait. C'est comme ça qu'il faut le penser. Tous ces EPI sont normalement à usage unique, donc c'est-à-dire qu'une fois que vous avez fini d'utiliser, vous les jetez. Il y a que certains, comme les lunettes de protection, qui elles sont réutilisables, donc qu'il faudra désinfecter avec un détergent, un spray ou une lingette imprégnée pour la nettoyer entre chaque utilisation. Donc on vous remet le pourquoi des gants. Au final, le gant ne va protéger que le soignant. Ce n'est pas le fait de porter des gants qui va protéger votre patient. Ça va vous protéger, vous, des liquides biologiques avec lesquels vous pourriez être en contact. Éviter une piqûre ou une coupure si vous utilisez des outils qui pourraient être coupants ou tranchants. On ne va pas porter les gants lors de contact avec une peau saine. C'est-à-dire que même si vous savez qu'un patient vient chez vous pour un soin et qu'il est porteur d'une BMR, le médecin vous en a parlé, donc bactéries multirésistantes ou BHRE, c'est bactéries hautement résistantes. Donc le médecin traitant vous en a parlé, etc. Peu importe, vous allez faire un soin sur la peau saine de ce patient, vous n'avez pas besoin de porter des gants parce qu'il n'y a pas de contamination possible par ce biais. Et de toute façon, les bactéries multirésistantes ou les bactéries hautement résistantes sont détruites par le gel hydroalcoolique. Elles ne sont pas résistantes au gel hydroalcoolique, elles sont résistantes aux antibiotiques. C'est pour le propre patient en fait que ça peut poser problème. Mais pour vous, ça n'est pas un problème à partir du moment où vous faites une friction hydroalcoolique une fois que le soin est fini, le problème n'existe même plus. On rappelle le port systématique s'il y a un risque de contact avec du sang ou contact avec des muqueuses ou des peaux lésées, etc.
respiratoire. Ça fait partie à la base standard à mettre en place pour tout soin qui pourrait amener à un risque respiratoire avant même que le Covid n'existe. Donc, normalement, on est censé porter un masque chirurgical, qu'on soit soignant ou que ce soit un patient. À partir du moment où on a des symptômes respiratoires de type toux, expectoration, que ce soit même en maison de retraite, si vous y alliez, parce que je sais qu'il y a des kinés qui vont en maison de retraite pour faire certains soins. Il y a certains EHPAD maintenant, de plus en plus, qui affichent attention, si vous toussez, merci de porter un masque, parce que c'est le fait de porter ce masque, même si on ne sait pas qu'on on n'a pas eu de diagnostic, mais bon voilà, je tousse, j'ai un peu le nez qui coule, je vais mettre un masque et ça va éviter que je propage un germe X ou Y et que je contamine certaines personnes. On va utiliser des mouchoirs à usage unique qu'on va jeter immédiatement, évidemment. On ne doit pas réutiliser le même masque normalement, ni le repositionner, ou en tout cas on fera très attention parce que le fait de manipuler son masque en fait va contaminer vos mains. On changera de masque aussi s'il est mouillé ou souillé. On a dû vous le dire pendant la période Covid, les masques chirurgicaux ont une durée de vie de 4 heures, sauf que si avant ces 4 heures, on se rend compte que la face interne, à force de respirer, est mouillée, il est moins étanche en fait, il est moins efficace, donc il faudra le changer. Ou s'il a été souillé, forcément, un patient vous a toussé dessus ou vous a craché dessus, c'est quand même mieux de le jeter et d'en mettre un nouveau pour qu'il y ait moins de risque de contamination possible. Et on fera toujours une friction hydroalcoolique avant de poser un masque et après l'avoir retiré. Et on va avoir après retiré aussi les lunettes de protection. Juste, je voulais rajouter, effectivement, hein, on a pris des habitudes sur les masques, d'abord parce qu'il n'y en avait pas au début, hein, donc évidemment, mais normalement, avant tout ça, c'était un masque par patient. Enfin, on met son masque, mais on ne le gardait jamais 4 heures avant. Jamais, jamais. C'est vraiment quelque chose qui est venu à cause de la pénurie de masques au début, et parce que comme on en porte toute la journée, effectivement, on a tendance à moins les changer. Mais vu qu'on n'est plus en pénurie, n'hésitez pas à les changer vraiment régulièrement, même s'il n'est pas spécialement humide. Mais voilà, on peut maintenant se permettre de les changer beaucoup plus souvent, parce que l'humidification va altérer la membrane interne et du coup va vraiment diminuer son efficacité. Et vous voyez qu'en fait, c'était déjà dans les précautions standards, hein. Le Covid n'a rien, en théorie, n'aurait rien dû changer. Les masques, ils étaient déjà intégrés dans notre liste de précautions. Donc là, juste un petit encart sur la prévention des accidents d'exposition au sang, auxquels vous n'êtes certainement pas particulièrement sujet, on va dire. Mais en tout cas, il faut toujours porter des gants si on fait des soins qui utiliseraient des objets perforants ou coupants. Et porter aussi des masques ou lunettes de protection pour protéger son visage des risques de projection ou d'aérosolisation. Et il faut normalement avoir une boîte jaune spécifique en fait pour pouvoir mettre ces objets piquants ou tranchants et qui sont ensuite récupérés et éliminés dans une filière spécifique. Donc, à savoir que dans les accidents d'exposition au sang, ça s'appelle comme ça, mais au final, AES, il n'y a pas que l'exposition au sang, il y a aussi l'exposition à d'autres liquides biologiques, aux urines, dans les muqueuses, les crachats dans les muqueuses. Tout ça fait partie des accidents d'exposition aux liquides biologiques et on peut avoir un kit en fait à disposition. Donc, si forcément on se coupe avec quelque chose qu'on a utilisé auprès d'un patient, on est censé faire une procédure particulière avec du daquin souvent pour pouvoir faire tremper. Mais si vous avez plutôt une projection dans les yeux, par exemple, de crachat ou d'un autre liquide biologique, c'est bien d'avoir des monodoses de sérum physiologique pour pouvoir rincer abondamment, autant que possible en tout cas, ou si vous n'avez vraiment pas de sérum physiologique, à l'eau claire. Mais le mieux, c'est quand même le sérum physiologique. Donc, il y a cette petite plaquette qui avait été faite avec l'URPS infirmier et qui est pratique à avoir à disposition. Donc, dans les précautions standards, on a aussi la gestion des excrétas. Alors, c'est un mot qui peut paraître barbare. Au final, c'est les déchets de la nutrition rejetés par et hors du corps, donc principalement les selles et les urines. Donc, la gestion de ces excrétas prend également en compte tout matériel contenant ou en contact avec ces matières, protection, à l'aise souillée, poche à urine, poche de stomie. Donc, normalement, j'imagine que ce n'est pas le cœur de votre métier, mais selon les patients que vous avez, vous pouvez très bien avoir des patients qui ont des protections et qui sont en soins chez vous avec une protection qui a fui, avec une poche à urine ou une poche de stomie qui s'ouvre, et forcément, vous seriez en contact avec ces excrétas. À savoir que les selles sont un réservoir majeur de bactéries et les urines
urines peuvent aussi en contenir, ces micro-organismes d'origine digestive. On a énormément de bactéries dans les selles. On se rend compte au final que dans 1 kilo de terre, il y a 1000 milliards de bactéries et il y en a autant dans 1 gramme de sel. Donc, c'est pour vous dire à quel point ces sels peuvent être contaminantes si vous êtes en contact avec et que vous ne vous protégez pas de ce contact. Donc, c'est le respect rigoureux des précautions standards qui va éviter la transmission de ces micro-organismes à vous et de patient à patient. Donc là, c'est si, admettons, vous avez à gérer, comme je vous disais, une poche de stomie qui a éclaté en plein cabinet, il faudrait protéger votre tenue parce que vous pouvez recevoir des micro-projections que vous ne verrez pas et qui contamineraient votre tenue et qui ensuite pourraient être transportées chez un autre patient où vous iriez ensuite. Et forcément, pour pouvoir nettoyer, il faudra porter des gants en systématique que vous enfilerez juste avant et que vous enlèverez par la suite. Si il y a vraiment un fort risque de projection parce que vous allez, c'est très liquide, je ne sais pas, ou quelqu'un qui a vomi, c'est très liquide et vous allez nettoyer et le mettre dans les toilettes et ça risque d'éclabousser partout, on peut aussi porter des lunettes de protection dans ces cas-là pour éviter justement de se contaminer par le biais des yeux, les muqueuses des yeux. La gestion de l'environnement, c'est aussi une autre partie des précautions standards qui va diminuer en fait le risque infectieux. C'est simplement de désinfecter la table sur laquelle le patient va venir s'installer ou désinfecter le matériel qu'il est censé utiliser ou désinfecter le tapis sur lequel il est censé courir avec un spray détergent désinfectant ou des lingettes pré-imprégnées. Donc ça, il faut le faire régulièrement ou en tout cas la table sur laquelle vous recevez vos patients devrait être désinfectée à chaque fois, entre chaque patient. Je sais que souvent, vous utilisez des rouleaux de papier. Je ne sais pas du tout quel est le coût de ce type de rouleau, mais au final, sans ce type de rouleau, du moment que vous avez un détergent désinfectant et que vous passez un coup sur vos tables à chaque fois, c'est très propre et au moins, vous êtes sûr que c'est correctement désinfecté. Si vous avez du matériel médical réutilisable, il faudra aussi le désinfecter entre chaque utilisation et désinfecter aussi après la séance. Il faudra se faire une friction hydroalcoolique après s'être occupé de cette désinfection. Les déchets, on vous a juste là mis une petite diapo sur le sujet sans réellement savoir si vous étiez concerné, si vous avez ou pas des déchets qui pourraient aller en sac jaune. Vous savez, c'est ce qu'on appelle les DASRI, déchets d'activité de soins à risque infectieux et assimilés. Donc tout ce qui pourrait être de ce type en fait doit être éliminé dans cette filière parce qu'ensuite quand elle est éliminée elle sera détruite d'une façon différente en centrale en fait de traitement des déchets, si c'est soit c'est par onde, soit c'est par ils sont brûlés à plus merci grade. brûlés. On savait pas si vous étiez concerné parce que en fait les DASRI, alors, il y a tout ce qui est piquant, coupant, tranchant, mais normalement, vous n'êtes pas tellement concerné, qui va du coup en boîte rigide, dans ce qu'on appelle les OPCT. Et après, en sac jaune, c'est vraiment certains déchets, il faut vraiment quand même qu'ils soient à risque infectieux et qu'il y ait un risque vraiment de transmission. Alors, il y a eu, au niveau du Covid, effectivement, normalement, les EPI contaminés devaient aller en... Alors, les prélèvements, par exemple, vous savez que tout à l'heure, votre élu URPS parlait de la formation au prélèvement. Donc, effectivement, quand on fait des prélèvements, les couvillons, par exemple, il allait en OPCT. Sur le reste des EPI, il y avait eu quand même la possibilité de le mettre en double sac pour des raisons de simplification, pour pouvoir éliminer les déchets, parce c'était quand même assez compliqué au niveau de la filière DASRI. Mais il ne faut vraiment pas vouloir tout mettre du tout en DASRI. C'est vraiment quand il y a un risque majeur qu'on met en DASRI. Pas beaucoup de choses en fait finalement qui vont en DASRI et je pense que dans vos cabinets vous n'êtes quand même pas énormément concernés. Mais après vous nous direz éventuellement parce que nous effectivement on n'est pas avec vous sur le terrain. Par contre, je vous rappelle que ça c'est quand même important sur le plan législatif. Le producteur du déchet il est vraiment responsable de son déchet et donc il convient quand même d'avoir un peu réfléchi à la question. Pour voir si on met bien les choses dans la bonne filière. En fait. Donc là, on arrive à la fin. On voulait vraiment vous faire passer comme message ce soir parce que les professionnels de santé, dans leur ensemble, ont du mal à appliquer, je pense, cette stratégie universelle. Ils ont plutôt tendance, et c'est tout à fait humain, je pense, à vouloir prendre des précautions quand ils sont sûrs qu'il y a un risque. Et en fait, ça ne marche pas comme ça. Enfin, pour reprendre mon analogie avec la prévention routière, c'est comme si vous preniez des précautions que quand vous savez que vous allez avoir un accident. On met sa ceinture parce que peut-être on pourrait avoir un accident et on ne sait pas quand il va se produire. Là, c'est exactement pareil. En fait.
vous ne savez pas, et vraiment vous ne le savez pas et vous n'avez pas à le savoir. Enfin, je veux dire, vous n'êtes pas forcément au courant de quoi est porteur votre patient. D'abord, peut-être lui ne le sait pas lui-même. Il y a des choses qu'il sait et qu'il n'a pas à vous dire aussi, hein, et c'est les précautions standards, elles ont quand même été, entre autres, vraiment portées, au moment de l'épidémie de sida, enfin du début de l'épidémie de sida, parce qu'effectivement, eh ben, on ne sait pas si, nos patients, ont un virus hématogène éventuellement. Bah, c'est pareil pour tous les autres micro-organismes. Et donc comme on ne sait pas, et ben, on prend toujours les mêmes mesures, et quand on prend toujours les mêmes mesures, on se protège dans la grande majorité des cas en faisant ce dont on vous a parlé. Alors de temps en temps, ça ne suffit pas, c'est vrai, mais c'est très exceptionnel. Il y a la gale, ça effectivement, la gale, et ben, ce dont on vous a parlé, ça ne suffit pas. Et en plus, c'est pas la même hygiène des mains. Et puis c'est vrai que la diarrhée infectieuse demande un peu plus de précautions. Non, vous n'êtes pas forcément concerné, mais c'est vrai que ça demande des précautions un petit peu plus élevées. Et puis après, il y a un certain nombre de micro-organismes et de maladies infectieuses, donc du coup, il faut prendre encore un peu plus de précautions, en particulier sur le port de masque. Bon, en ce moment, finalement, précaution gouttelette, on est presque tous tout le temps en précaution gouttelette parce qu'on est tous avec un masque sur le nez tout le temps. Mais c'est quand on sait avant tout ça, donc avant le Covid, c'est quand un patient avait une pathologie particulière, on mettait un masque vraiment en systématique. Et puis enfin, il y a les précautions complémentaires R. Vous pouvez être quand même concerné, hein, qui sont sur certaines pathologies qui se transmettent exclusivement par aérosol, c'est le cas de la tuberculose et de la rougeole, où là, on met un masque FFP2 en systématique quand on s'occupe des gens. Voilà, on a terminé. On vous remercie beaucoup pour votre intervention de ce soir, très enrichissante. Et j'espère qu'il y en aura d'autres.